Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up consacré à la lutte contre la drépanocytose, maladie héréditaire et aussi la maladie génétique la plus répandue dans le monde, mais méconnue. Pourtant, elle touche des millions de personnes dans le monde et essentiellement la population noire. Elle entraîne des conséquences telles que l'anémie, des crises douloureuses et une sensibilité aux infections. Comme chaque année, le 19 juin est une occasion pour sensibiliser sur cette maladie invalidante. Comment se manifeste-t-elle? Quelle est la situation en République démocratique du Congo, notamment sur la prise en charge? Check-up a saisi l'occasion pour sensibiliser sur cette maladie, surtout en cette période de Covid-19. Parmi les gestes barrières pour freiner l'expansion du coronavirus, il en est un qui est fondamental: rester chez soi. Ce geste est capital, particulièrement pour les personnes vulnérables comme les drépanocytaires. Ces derniers sont appelés à respecter les 10 règles d'or pour un drépano, mais aussi les mesures d'hygiène pour éviter des complications telles que le syndrome thoracique, première cause de mortalité chez les patients drépanocytaires. Les patients drépanocytaires sont à risque parce qu'ils ont une immunité qui est faible par rapport aux non-drépanocytaires. Du coup, l'infection virale sera très grave chez eux. Ils risquent de faire des anémies qui va nécessiter des transfusions, mais en plus, une complication très grave qui est le syndrome thoracique. Ce syndrome thoracique, c'est l'une des premières causes de mortalité dans la drépanocytose, donc ils doivent tout faire pour éviter d'attraper ces virus. Comme actuellement c'est le confinement, je pense qu'ils doivent rester à la maison. En cas de suspicion, le docteur Bobo Kitenge recommande de vite contacter son médecin traitant, mais aussi les services habilités dans cette riposte. S'il y a suspicion de Covid-19 chez leurs enfants ou aux patients drépanocytaires adultes, d'entrer en contact avec la cellule de crise qui est à Kinshasa, mais d'informer aussi son médecin traitant pour voir comment essayer de manager avec eux. Parce que, comme vous le savez, il faut ne pas prendre les anti-inflammatoires non stéroïdiens, chose que la majorité de nos patients font quand ils ont de la fièvre ou ils ont des douleurs. Donc du coup, il faut prendre seulement le paracétamol, être en contact avec votre médecin traitant et puis l'unité de prise en charge de crise de Covid-19 pour voir dans quelle mesure poser le diagnostic le plus rapidement et commencer une prise en charge selon les protocoles actuels. Les drépanocytaires ne sont pas les seules personnes vulnérables durant cette période des pandémies. Il y a aussi les personnes âgées, celles souffrant d'une maladie cardiovasculaire ou respiratoire, les diabétiques, mais aussi les personnes ayant le cancer. Je reçois sur ce plateau de check-up le docteur Thierry Abéry, drépanologue et médecin coordonnateur à CEFA Moncolé. Bienvenue dans Check-up, docteur. Merci. Avec vous, on va justement sensibiliser encore une fois la population sur la drépanocytose, une maladie, je le disais au début de cette émission, génétique la plus répandue. Docteur, on parle des chiffres qui font peur. 50 millions de personnes dans le monde seraient touchées par cette maladie. Et aussi, elle touche particulièrement la population noire. 300 000 enfants naissent porteurs de la TAR S et 75% de ces enfants peuvent mourir ou risquent de mourir s'ils ne sont pas pris en charge à temps. Docteur, tout ça, ça fait peur. Oui, madame, ça doit faire peur. Parlons des chiffres, ça doit faire peur. Lorsqu'on doit parler de plus de 3000 naissances, plus de 3000 enfants qui doivent naître drépanocytaires par an, ça doit faire peur. Et si lorsqu'on doit parler de la mortalité, on dit plus de 75% de ces enfants mourront avant l'âge de 5 ans s'ils ne sont pas diagnostiqués et s'ils ne sont pas pris en charge bien avant. Donc ce sont des chiffres qui doivent nous faire peur. On parle de 300 000 enfants plutôt dans le monde. Est-ce qu'on peut connaître la situation de la République démocratique du Congo, pas seulement sur le plan des enfants, mais la situation générale de la maladie en RDC? Oui, pour la RDC, il faut dire que la RDC, c'est un des pays qui est touché par cette maladie. La RDC occupe la 2e position en Afrique, après le Nigeria.
Et la troisième position dans le monde, parce que dans le monde, c'est l'Inde, après le Nigeria et la RDC vient en troisième position. S'il faut parler de la RDC en termes de chiffres, il faut dire qu'on a quand même du mal à connaître la cartographie de la RDC, mais il y a quand même une étude qui a été faite. Une étude qui a été faite au CFA Moncolé sous le leadership du professeur Léon Chilolo, une étude sur le screening néonatal. Et dans cette étude, nous avions reçu des échantillons venant d'une bonne partie de la RDC. Il faut citer qu'il y avait la ville-province de Kinshasa, il y avait le Congo central, le Kasaï, le Maniema, une partie du Bandundu, mais aussi le Katanga. Alors dans cette étude qui a commencé, je crois, depuis 2010, nous avions quand même des chiffres qui confirment qu'en RDC, pour ce qui est de la prévalence, 1 à 3% des enfants naissent homozygotes drépanocytaires. Et 15 à 25% des enfants naissent hétérozygotes, c'est-à-dire ce sont des enfants qui sont sains mais qui sont porteurs du trait S. Et près de 60% des enfants naissent AA. Donc, il faut dire que la RDC c'est l'un des pays les plus touchés dans le monde. Parce que déjà, lorsque vous dites que la RDC occupe la deuxième place après le Nigeria, donc on doit dire que la maladie, elle est quand même grave, les chiffres sont quand même graves en RDC. Est-ce que vous pensez que cette maladie est suffisamment connue par la population? Il faut dire que c'est une maladie grave, mais cette maladie n'est pas connue de la population. En tout cas, si je dois m'adresser à la population congolaise, comme vous l'aviez défini, que c'est une maladie génétique, une maladie héréditaire, moi je pense pour le commun des mortels, il faut encore dire que c'est une maladie. S'il faut définir la drépanocytose, il faut dire que la drépanocytose n'est pas un péché. La drépanocytose n'est pas un mauvais sort. La drépanocytose n'est pas le mauvais sang de la maman. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que dans nos milieux, cette maladie n'est pas connue. Lorsque vous parlez de la drépanocytose, les gens pensent que c'est un mauvais sort. La drépanocytose, c'est de la sorcellerie. Donc les gens ne connaissent pas la drépanocytose. C'est une maladie qui reste méconnue de la population. Mais j'ajouterai encore que c'est une maladie qui reste méconnue aussi dans les champs de bon nombre de personnels soignants dans notre pays. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre les termes? Est-ce qu'on doit parler d'une personne drépanocytaire? Est-ce qu'on doit parler d'un anémique? Est-ce qu'on doit parler d'un SS pour mieux comprendre les mots et la maladie? Voilà, tout ça, cette confusion, c'est à cause de la communauté. Cette discrimination au niveau de la communauté. Personne ne voudra qu'on dise que son enfant est SS dans le quartier. Aucun jeune garçon ou aucune jeune fille ne voudra qu'on l'appelle que tu es un adolescent, tu es SS. Tu vois, ils sont un peu frustrés. Ils préfèrent encore dire que voilà, il est drépanocytaire. Donc, les termes l'anémie SS, c'est la drépanocytose. Mais dans la population, personne, comme je disais tantôt, personne ne voudra qu'on dise que son enfant est SS. Tu vois, c'est dire un enfant est SS dans les quartiers, c'est un enfant qui ne doit pas jouer avec les autres. C'est un enfant qui est écarté. C'est un enfant dans la famille qui est considéré comme un sorcier, qui est venu au monde pour pouvoir déranger les parents, il est en vie, c'est pour entraîner les dépenses dans la famille. Donc, les gens sont gênés. Les gens ne voudront pas utiliser les termes l'anémie SS, c'est ça la drépanocytose. Docteur, mais les gens sont gênés, ça crée une certaine discrimination dans nos communautés, dans la société. Ces gens-là, ces enfants-là se sentent un peu rejetés. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, puisqu'on parle justement de la connaissance de la maladie, vous pourriez nous présenter un tableau sur les symptômes? Je commencerai d'abord par vous présenter les manifestations cliniques. La drépanocytose, cette maladie est essentiellement manifestée par une triade clinique. Il y a d'abord les douleurs, les crises douloureuses à répétition. Il y a l'anémie hémolytique chronique et aussi la susceptibilité aux infections. Donc, ce sont des enfants qui vont présenter de temps en temps des crises douloureuses, qui auront de temps en temps à présenter des crises d'anémie. Et ce sont des enfants qui vont vous faire des infections à répétition. Mais lorsque je dois pouvoir expliquer, c'est là où vous allez comprendre que la maladie reste encore méconnue, comme je disais tantôt, pas seulement au niveau de la communauté, mais au niveau des personnels soignants. Lorsque je parle de la susceptibilité aux infections, quand je parle de cette triade, vous verrez que c'est dans l'histoire de l'évolution de la drépanocytose, vous verrez chaque étape, en fait, chaque
âge a des signes qui vont prévaloir. Généralement, nous recevons nous posons le diagnostic des enfants drépanocytaires. Ce sont des enfants de nourrissons qui nous viennent vers l'âge 4, 5 mois ou 6 mois. Déjà parce que les parents ne savent pas qu'ils ne connaissent pas leur statut. Bien évidemment, c'est parce que les parents viendront parce que l'enfant fait des fièvres à répétition. Parce que l'enfant fait des crises. Oui, la crise, les parents vont encore ignorer la crise, par exemple la crise douloureuse. Les parents ne connaîtront pas. C'est une maman qui va se présenter ou des parents qui vont se présenter avec un enfant qui a des doigts, des mains et des pieds qui sont enflés. Et quand vous posez la question, la maman vous dira, ce sont ses sœurs. Moi, quand j'étais allé au marché, la petite est restée avec ses sœurs ou le petit est resté avec ses sœurs. On a fait tomber l'enfant et voilà qu'elle a des doigts enflés. Et ça, ce sont les premiers signes, ce que nous appelons en nos termes les hand-foot syndrome, les syndromes même-pied. Ce sont des petits nourrissons qui viennent en train de pleurer parce qu'il a mal. Ce sont des crises douloureuses. Il a les doigts, des mains et des pieds qui sont enflés, mais la maman ne connaît pas. Un enfant qui vous vient pâle et avec une grosse rate. Généralement, ce sont des enfants qui ont de grosses rates. Et vers l'âge de 2 ans, lorsque l'enfant fait des crises d'anémie à répétition, ce sont des enfants qui se présentent, qui ont des yeux jaunes, ce que nous appelons ictères. Ce sont des enfants qui vont se présenter avec des crises de douleur. Ce sont ces signes qui peuvent alerter les personnels soignants à pouvoir dire cet enfant probablement est drépanocytaire. Et cela, ça nous amène à pouvoir demander un test d'électrophorèse si bien évidemment l'enfant n'a pas eu à faire un test d'électrophorèse à la naissance. Quand est-ce que les parents peuvent-ils craindre pour leurs enfants? Une maman qui ne connaît pas son statut, il ne connaît pas le statut de son enfant. Et lorsque l'enfant présente des crises, est-ce qu'on peut espérer que cet enfant puisse vivre longtemps? Est-ce qu'après une très bonne prise en charge, ou bien y a-t-il de craintes déjà à partir de cet âge-là? Voilà, moi je dirais, aujourd'hui la médecine a évolué. Quand nous étions jeunes, on nous disait qu'un patient drépanocytaire ne pouvait pas atteindre l'âge de 15 ans. Ce sont des enfants qui étaient destinés à pouvoir mourir. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science, de la médecine, ce sont des patients qui deviennent des adultes. Seulement, il ne faut pas seulement parler de la drépanocytose en pédiatrie, mais il faut aussi parler de la drépanocytose en médecine adulte, en médecine interne. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, ce sont des patients que nous prenons en charge depuis les bas âges, qui deviennent des adultes et qui deviennent aussi des parents. Au fait, c'est que le parent doit faire. La crainte, c'est de ne pas connaître les statuts de l'enfant. Une fois que l'enfant est connu drépanocytaire, il est soumis à une prise en charge. L'enfant est suivi parce qu'il y a un grand intérêt dans le suivi du patient drépanocytaire. Lorsque c'est un patient qui est conciliant au traitement, qui respecte ses rendez-vous, qui respecte tout ce que nous leur demandons, les règles d'or, l'hygiène de vie, il prend bien ses médicaments. C'est un patient qui doit espérer à vivre longtemps, à vivre comme tout le monde. Cette année, on célèbre la journée de la lutte contre la drépanocytose dans un contexte un peu particulier. Il y a la Covid-19. Est-ce qu'il y a-t-il des difficultés, je dirais, particulières pour les drépanocytaires en cette période de Covid-19? Je dirais oui. Pourquoi j'ai dit oui? Tantôt, dans mon introduction, j'avais dit la triade des patients drépanocytaires, il y a la susceptibilité aux infections. La Covid-19 est une infection. Donc, ce sont des patients, aujourd'hui, si on doit parler de groupes à risque, nous, ça nous fait mal. Des patients vulnérables. Bien sûr, vulnérables. Nous sommes choqués. Lorsqu'on doit parler des patients vulnérables, on ne cite pas les drépanocytaires, alors qu'il faut citer les drépanocytaires. Ce sont des patients vulnérables. Donc, il faut craindre avec la situation actuelle. Donc, il faut prendre des mesures qui s'imposent pour les patients drépanocytaires. C'est comme nous faisons chez nous. Tous nos patients drépanocytaires sont informés, nous les appelons, nous leur donnons des conseils. Nous distribuons des masques à nos patients drépanocytaires. C'est parce que nous savons que ce sont des patients qui sont vulnérables. Ils sont vulnérables. Est-ce que depuis que cette crise a commencé, vous avez déjà eu des cas de décès auprès de vos patients qui sont morts de la Covid-19? Dans mon institution, non. Nous avions eu des patients qui ont présenté, qui ont été atteints de la Covid-19 et qui ont été pris en charge à temps et qui ont bien évolué, qui sont sortis. Jusqu'à là, nous n'avons pas encore de décès
Là, je parle de mon institution. Mais quelles sont les complications que vous craignez justement? C'est vrai que vous parlez des infections, ils sont susceptibles aux infections, mais quelles sont justement les complications qu'ils peuvent développer lorsqu'un patient de drépanocytaire contracte la Covid? La Covid, voilà. Là, je parlerai d'une complication majeure, une complication qui ne pardonne presque pas chez le sujet drépanocytaire. C'est l'une des complications des crises douloureuses qui atteint généralement le poumon, ce que nous appelons les syndromes thoraciques aigus. Les syndromes thoraciques aigus est une complication très difficile pour les patients drépanocytaires. Et s'il faut voir le plateau technique de notre pays, donc un patient drépanocytaire qui présente un syndrome, un syndrome thoracique aigu avec notre plateau technique, il est difficile qu'un patient puisse s'en sortir. Donc, facilement, la Covid-19 atteint généralement d'abord le poumon. Et lorsque je parle des syndromes thoraciques aigus, ça atteint généralement le poumon. Donc, un sujet drépanocytaire qui vous vient en consultation aujourd'hui pour fièvre, avec une toux, avec une détresse respiratoire, on est même en difficulté de pouvoir d'abord cliniquement faire les distinguo si c'est une complication de la Covid ou c'est un syndrome thoracique aigu. Donc, c'est une complication mortelle pour les sujets drépanocytaires. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais tantôt que ce sont des sujets qui sont très vulnérables. Très vulnérables. Et justement, pour célébrer la lutte contre la drépanocytose cette année, le thème retenu est protéger les drépanocytaires de la Covid-19. Est-ce que vous pensez que le pays est suffisamment équipé, nos formations sanitaires qui sont disponibles justement pour accueillir les drépanocytaires sont suffisamment équipées pour faire face à cette maladie? Nous savons que nos structures ne sont pas équipées. Ce que nous faisons, c'est que je disais tantôt, la sensibilisation. Qu'est-ce que nous avions fait? Je parle de notre expérience. Lorsque le président de la République a décrété l'état d'urgence, nous avions revu le programme de nos patients, le programme de rendez-vous de nos patients. Nous sommes toujours en contact avec nos patients. Je pense que vous allez voir que nos patients ont des carnets. Et à la fin, il y a le numéro des personnels soignants de notre institution. Donc, ils sont suivis. Ils sont suivis. Et nous avons le contact de tous nos patients. Qu'est-ce que nous avions fait? Pour les patients qui avaient des rendez-vous chaque un mois ou chaque 2 mois, nous avions demandé aux parents de pouvoir passer, parce que les enfants ne pouvaient pas se déplacer, les patients, parce qu'ils sont vulnérables. Ils devaient rester à la maison. Les parents sont venus, nous les avons approvisionnés en médicaments. Et nous continuons à sensibiliser via les réseaux sociaux, via nos associations. Et nous avions distribué le masque à nos patients. Donc, et lorsqu'ils sont en crise, qu'est-ce qu'ils font exactement? Est-ce qu'ils doivent vite courir vers l'hôpital ou bien appeler le médecin pour des conseils? Voilà. Nos patients sont instruits. Ils sont instruits. Lorsqu'ils sont en crise, ils nous contactent par téléphone. Et nos patients, c'est parce qu'ils sont instruits, ils savent gérer le début d'une crise. Le patient sait dire, cette crise, je peux prendre du paracétamol, je peux prendre de l'ibuprofène. Et quelques temps après, si c'est que ça ne marche pas, il appelle pour dire que ça ne va pas. Là, il est appelé à vite venir à l'hôpital et il sera reçu aux urgences. Il est reçu aux urgences. Un patient drépanocytaire est une urgence. Une priorité, je dirais. Une priorité, bien sûr. Une urgence, une priorité. Et lorsqu'il arrive, nous faisons un effort pour qu'il ne reste pas pendant longtemps aux urgences comme les autres, parce que c'est une personne vulnérable. Donc, il doit vite être pris en charge parce que nous voulons le protéger. Voilà ce que nous faisons. Docteur Haberi, j'aimerais vous poser une question par rapport à la femme et la drépanocytose. En cette période de Covid-19, déjà, il est connu que la femme enceinte est vulnérable, vu son état physiologique. C'est vrai que la grossesse n'est pas une maladie, mais quand même, elle entraîne certaines complications. Mais parlons un peu de la femme drépanocytaire enceinte. Est-ce pénible? Vous l'aviez dit tantôt, la grossesse, une femme enceinte est une personne vulnérable. Et une femme enceinte drépanocytaire, c'est quelque chose de très difficile. Et si on ajoute à ça la Covid-19? Vous comprenez vous-même. Donc, avant, une femme drépanocytaire était une femme stérile qui ne devait pas avoir des enfants dans le passé. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Une femme drépanocytaire peut aujourd'hui avoir des enfants. Il suffit d'un bon management, une bonne prise en charge. Déjà, nous suivons le programme comme édité par l'OMS,
Mais pour les patients drépanocytaires, il y a des particularités. Et si je dois parler de notre petite expérience, nous avons des patientes drépanocytaires qui sont mères de 2-3 enfants. Ce sont des patientes pour qui nous essayons de faire un programme particulier. Les 6 premiers mois de la grossesse, d'abord, il faut commencer d'abord par une consultation préconceptuelle. Avant, si elle a un désir de grossesse, elle vient nous voir. Nous allons discuter. Nous essayons de faire un bilan préconceptuel. Si la femme pense qu'elle doit intéresser son mari, elle viendra avec son mari. Nous discutons ensemble. Ça, c'est la consultation préconceptuelle. Ensuite, viendra les consultations prénatales, comme c'est fait pour toutes les femmes. Les 6 premiers mois, chaque mois, la femme drépanocytaire est appelée à venir en consultation prénatale. Docteur Haberi, on va justement suivre ce reportage sur les femmes enceintes drépanocytaires, des femmes que nous avons rencontrées au centre Mabanga de Yolo, un centre qui prend en charge aussi les drépanocytaires ici en République démocratique du Congo. L'équipe médicale se prépare pour une césarienne. L'équipe semble rodée, les gestes sont sûrs. En moins d'1 heure, l'enfant est là. 50 cm et il pèse 2,5 kg. Pendant qu'on s'occupe de la mère, le nourrisson est aussi pris en charge. Si pour ce cas, tout s'est déroulé avec succès, en général, la grossesse d'une femme drépanocytaire est émaillée de tumultes, douleurs musculaires et articulaires, crampes et crises d'anémie. Les femmes enceintes n'ont pas aussi des crises. Mais toutes les crises, il ne faut pas des crises hémolytiques. Quand on parle d'hémolytique, il y a Silimakila. Il y a des femmes qui viennent seulement, il a des douleurs. Alors, des fortes douleurs, vous ne pouvez pas supporter ça. Mais on a des médicaments qu'on donne chez les femmes enceintes drépanocytaires. Il y a aussi des médicaments qui peuvent aussi calmer la douleur, mais on ne peut pas les donner chez les drépanocytaires. Parce qu'ils ont l'air... je ne peux dire, même la quantité de liquide amniotique, c'est épais. Alors, si vous administrez encore les anti-inflammatoires, ça réduit encore la quantité de liquide amniotique. Bien souvent, la grossesse des femmes drépanocytaires n'arrive pas à terme. Il faut moult stratégies. Premièrement, ce sont des rendez-vous à la CPN, la consultation prénatale. La dame doit être vraiment présente. Parce que quand elle arrive, on constate qu'il y a ça ne va pas. On prend déjà des précautions. S'il faut déjà évacuer l'enfant pour sauver et l'enfant et la maman, on les fait immédiatement. Des femmes drépanocyteuses qui ont des bassins, on appelle ça bassin asthmatique et tengama. Parce qu'elle faisait des crises. Cette femme-là ne peut pas coucher par voie basse. L'enfant ne passera pas. Dès que vous dépistez ça à la CPN, vous la proclamez directement. Chez les drépanocytaires, les placentas ne peuvent pas durer pendant 9 mois. Ce qui avait fait qu'auparavant, les femmes anémiques mouraient avec leurs enfants comme ça. Des difficultés qui commencent souvent tôt. Cette jeune dame a connu des complications dès le 4e mois de sa grossesse. J'ai traversé des moments très difficiles pendant la grossesse. J'étais très malade. J'avais des fortes crises et je n'arrivais même pas à marcher. Je suis arrivée à l'hôpital et j'avais une grossesse de 4 mois. Ils m'ont pris en charge jusqu'à l'accouchement. J'ai accouché par césarienne et je suis encore la faute de moyens. C'est grâce à Dieu si je suis encore en vie. Mami Baya ne peut se passer de partager les difficultés qu'elle et son équipe surmontent dans ce travail, surtout pour des grossesses jumellaires. Elle va venir seulement parce qu'elle a des douleurs, elle a des contractions, elle a des pertes des os, elle a des pertes et tout ça. Là, ils nous mettent dans une difficulté vraiment. Ils ont des problèmes de sang à tout moment. Un drépanocytaire ne peut pas accoucher sans du sang. Sans vraiment, c'est impossible. Parce qu'elle-même, elle a moins de sang. Elle partage ça avec son fœtus. Et au moment où elle va accoucher, elle va saigner. Car maman, il faut récompenser ce qu'elle a perdu. Les drépanocytaires ont la chance de voir des grossesses gemellaires. Hein. Je ne sais pas, on s'est dit qu'on doit mener une étude par rapport à ça. Le dévouement du personnel est parfois heurté au manque d'équipement et surtout à la carence de sang. Il n'y a pas de matériel.
que les autorités puissent penser à cette centre qui sauve les enfants des drépanocytaires et surtout les femmes enceintes. Tout à l'heure, vous avez entré là où il y a la salle d'accouchement. La salle d'accouchement ne peut pas être comme ça. Le lit n'est pas confortable, nous n'avons même pas de matériel. Nous, les sangs ici, on les consomme en tout moment. Je ne peux pas dire tous les jours, mais en tout moment. Parce que nos drépanocytaires demandent du sang en tout moment. Il vient aussi, quand les crises arrivent, ça n'annonce pas. Hein. Les crises peuvent survenir n'importe quel moment. Alors, avec la capacité de notre banque de sang, là, il y a des fois qu'on arrive, il n'y a pas de sang. L'État et ses partenaires sont appelés à se mobiliser pour faciliter la prise en charge des personnes drépanocytaires et particulièrement les drépanocytaires enceintes. Docteur Abéry, vous aviez suivi avec nous ce reportage des difficultés que les femmes drépanocytaires rencontrent dans un hôpital où les moyens ne sont pas réunis. Mais ma question est celle de savoir, est-ce qu'il y a-t-il des stratégies particulières pour qu'une femme enceinte puisse avoir son bébé, que sa grossesse puisse arriver à terme sans complications? Si je dois parler de notre structure, qu'est-ce que nous faisons? Déjà à partir de... Il est plus aisé pour un médecin de parler en termes de semaines. Déjà à partir de la 30e semaine, ce que nous faisons chez nous, nous demandons à la patiente de rester à l'hôpital. Elle reste à l'hôpital. Pourquoi elle reste à l'hôpital? Il faut d'abord dire que la prise en charge de la femme enceinte drépanocytaire ou soit de la drépanocytose, c'est une prise en charge qui doit être multidisciplinaire. Je ne suis pas le seul à pouvoir bien prendre en charge un patient ou une femme enceinte drépanocytaire. Donc la prise en charge, il faut d'abord noter que la prise en charge de la drépanocytose est multidisciplinaire. Alors si nous devons parler de la particularité chez la femme enceinte, il s'agit de signaler aussi cette multidisciplinarité qui interviennent dans la stratégie d'une bonne prise en charge pour éviter les complications chez une femme enceinte drépanocytaire. Les hématologues sont intéressés, son médecin drépanologue ou un médecin hématologue. Les obstétriciens sont intéressés, les anesthésistes réanimateurs sont intéressés, les nursing, l'équipe infirmière est intéressée, l'équipe des laboratoires est intéressée. Donc vous conviendrez avec moi qu'il y a les sages-femmes sont intéressées, donc vous conviendrez avec moi qu'il y a une multidisciplinarité. Déjà la 30e semaine, nous demandons à la femme de rester à l'hôpital. Et ce que nous faisons dans notre structure, déjà à partir de la 34e à la 36e semaine, déjà, il faudra faire accoucher la femme. Donc, voilà. Donc, si la femme enceinte drépanocytaire est compliante au traitement, c'est-à-dire elle respecte ses rendez-vous, elle respecte tout ce que nous lui demandons, le résultat, il est là. Le résultat est là. Nous avions des femmes qui ont accouché 2-3 fois sans problème. 2 ou 3 fois, malheureusement, par césarienne. Toutes les femmes drépanocytaires n'accouchent pas nécessairement par césarienne. Donc, c'est là que j'ai dit, avec l'avancée de la médecine, avec une bonne prise en charge, tout dans le passé qui était considéré comme, je ne sais pas, ce qui était impossible, aujourd'hui c'est possible, je vous dis, c'est possible. C'est possible, mais est-ce qu'on fait systématiquement le dépistage sur le nouveau-né ici chez nous en République démocratique du Congo? Dans l'ensemble, non. Mais vous allez me permettre parce que de temps en temps, quand je donne une réponse, j'essaie de faire une particularité de mon institution. Okay. Dans l'ensemble, vous n'allez pas quand même me contredire en me disant que à Guémena, ou je ne sais pas où, on fait systématiquement le dépistage. Non. Mais il y a quand même ces institutions qui le font systématiquement. Est-ce que chez vous, à Séfa-Monkole, le dépistage néonatal est disponible? Au centre hospitalier Mère Enfant Monkole, j'ai dit oui. Et pas seulement là, il y a beaucoup de structures parce qu'aujourd'hui, les CFA Monkole, dans le cadre d'un projet, travaillent avec des centres partenaires. Nous avons plus de 40 centres partenaires de maternité avec lesquels nous travaillons. Et généralement, nous envoyons des papiers bivards et les dépistages est fait
de manière systématique. C'est la raison pour laquelle, au début de cette émission, quand je parlais de la prévalence, j'ai dit nous avions fait un travail sur le screening néonatal. C'est grâce à ces centres partenaires avec lesquels nous travaillons. Je vous ai même dit qu'il y a des échantillons qui venaient du Katanga, du Maniema, du Congo central. Il est de ces structures où le dépistage néonatal est fait de manière systématique. Docteur, j'aimerais un peu revenir en arrière, puisqu'on a parlé de la femme, vous aviez parlé des couples. Et justement, il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui se marient sans connaître leur statut. Et il y a même ceux qui font des enfants sans connaître leur statut et malheureusement arrivent à avoir des enfants drépanocytaires. Et certains encore vont dans la théorie où il faudrait juste prier parce qu'il y a juste une probabilité à 25% de pouvoir avoir un enfant drépanocytaire. Vous, en tant que médecin, comment vous expliquez cela? Ça, c'est une question très importante. Il faudra s'adresser à la communauté congolaise. Pour les jeunes fiancés, les gens qui veulent se marier, nous ne refusons pas, nous ne sommes pas contre la religion. Nous ne sommes pas contre la religion. Prier, c'est bien. Mais ce que je peux demander à mes frères et sœurs congolais, congolaises, c'est aussi simple. Vous voulez vous marier, c'est quand même important de connaître votre statut, votre électrophorèse d'hémoglobine. Aujourd'hui, je vois dans certaines églises, on commence à demander aux jeunes couples de pouvoir faire des tests prénuptiaux. Généralement, on demande la sérologie HIV. C'est ce qui est plus important. C'est là où je disais que la maladie est connue. On ne connaît pas trop. Ce n'est pas le plus important. Vous avez parlé des chiffres. Ce sont des chiffres qui font peur. Donc, je peux demander à mes frères et sœurs que c'est aussi simple aujourd'hui. Dans les temps, pour faire un test d'électrophorèse, il fallait dépenser 40-50 $. Aujourd'hui, avec 5-10 $, on peut faire un test d'électrophorèse. Donc, il est plus aisé pour un couple de pouvoir faire le test avant le mariage. Mais je voulais quand même souligner quelque chose. Vous aviez dit... les gens disent que 25%, si vous êtes un couple à risque, voilà, vous êtes hétérozygote tous les deux, vous avez 25% d'avoir un enfant drépanocytaire. Non, il faudra que je souligne quelque chose. Le 25%, ce n'est pas pour tous les accouchements. Le 25%, c'est à chaque accouchement, vous avez 25% de probabilité d'avoir un patient drépanocytaire. Je pense qu'il faut faire passer ces messages. Et là, les gens vont pouvoir mieux comprendre. Les gens pensent que si vous avez 4 enfants, peut-être c'est le quatrième. C'est le quatrième qui pourrait être drépanocytaire. Ce n'est pas le cas. Nous avions des familles qui ont 3 ou 4 enfants et tous les 3 sont drépanocytaires. Donc, il faut souligner, dire à la population congolaise, la probabilité de 25%, ce n'est pas pour tous les accouchements, et c'est à chaque accouchement que vous avez la probabilité de 25% d'avoir un enfant drépanocytaire. Lorsque vous êtes face à un couple qui ne connaissait peut-être pas, ni la femme ni l'homme n'était au courant de son statut avant le mariage et qui commence à avoir des enfants drépanocytaires, quel est votre conseil en tant que médecin? Demander au couple, leur proposer un divorce ou peut-être leur interdire de continuer à faire des enfants? Je suis médecin, je suis appelé à pouvoir soigner la population, je suis appelé à pouvoir aider la population. Ce n'est pas mon travail de pouvoir demander à un couple de divorcer. S'il faut encore dire en tant que chrétien pour dire ce que Dieu a uni, moi je ne peux pas demander un divorce. Moi je ne peux pas demander au couple de divorcer. Tout ce que je peux faire, c'est de pouvoir expliquer à la famille que vous aviez un patient drépanocytaire, c'est un enfant comme tous les autres enfants. Il est appelé à vivre comme tous les autres enfants. Il est appelé à aller à l'école, à finir ses études, à devenir, je ne sais pas, un ministre ou un directeur ou aussi un médecin. Donc, tout ce que moi je peux demander aux parents, c'est de pouvoir bien prendre en charge l'enfant, de pouvoir être compris en traitement, de pouvoir aider cet enfant à être bien pris en charge, parce que nous avions
l'expérience avec des produits comme l'Hydrea aujourd'hui qui font trop de bien aux patients drépanocytaires et qui aident des patients à vivre comme tous les autres, comme tout le monde. Mais docteur, avant que nous puissions peut-être finir cet entretien, j'aimerais quand même qu'on parle de la prise en charge. Vous venez de citer le nom d'un produit. J'espère que ce sont des produits qui sont disponibles ici chez nous. Mais j'aimerais parler de la greffe de la moelle osseuse. Est-ce que ce traitement est utilisé ici chez nous en RDC? La greffe de la moelle ici en RDC n'est pas encore utilisée. Jusque-là, la RDC n'a pas encore fait une greffe de la moelle, mais nous espérons qu'avec le lobbying, avec tout ce que nous faisons comme travail, que dans les jours à venir, la RDC pourra réaliser ses premières greffes. On dit que c'est une meilleure thérapie pour pouvoir sauver, je dirais, les enfants. Oui, c'est une meilleure thérapie. Je pense que nous sommes, dans mon institution, nous sommes en train de travailler sur ça. Je pense que dans les jours à venir, nous pourrons réaliser la greffe ici en RDC. Et aujourd'hui, si on vous posait la question de savoir quelles sont vos assurances ou sur quoi vous vous basez ou vous vous reposez pour pouvoir sauver la vie des drépanocytaires, que diriez-vous? D'abord, la conscience. Nous nous sommes assignés cet objectif de pouvoir aider les patients drépanocytaires, les familles des patients drépanocytaires. Nous aimons ce travail, nous voulons les faire, nous voulons aider la population congolaise. Et c'est l'appel que nous faisons aux autorités et aux gens de bonne foi de pouvoir aider ces patients drépanocytaires. Nous sommes assurés, nous avons été formés, nous avons les compétences. Il suffit de mettre le moyen à notre disposition et nous pensons que nous pourrons faire un très bon travail parce que nous les faisons déjà. Qu'en est-il de la recherche dans notre pays? Vous dites que des études sont en train d'être faites. Bientôt, le pays pourrait avoir un fichier, une base de données pour connaître les chiffres exacts des personnes atteintes, mais aussi sur la mortalité, le taux de mortalité. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on en est avec la recherche pour efficacement lutter contre cette maladie dans notre pays? Oui, la recherche, nous les faisons. Nous les faisons. Et c'est à tous les niveaux. Un patient qui te vient en consultation est un sujet de recherche pour toi. Nos patients qui viennent sont un sujet de recherche pour nous. Qu'est-ce que nous faisons dans notre institution? Je t'ai parlé d'un produit tantôt, l'Hydrea. C'est un produit que nous donnons à nos patients. Et nous sommes en train de faire une étude sur ça. L'étude REACH, c'est une étude multi-pays. Et cette étude a commencé depuis 2014. Et nous avons des très bons résultats. Qu'est-ce que nous faisons encore? Nos patients qui sont sous Hydrea et les patients qui ne sont pas sous Hydrea, nous faisons généralement des examens, des bilans, des suivis, par exemple, de Doppler transcrânien. Nous voulons faire des études parce qu'une des complications redoutables de la drépanocytose, c'est aussi les accidents vasculaires cérébraux. Nous faisons des Doppler transcrâniens pour voir si nos patients sont à risque de pouvoir développer un jour des accidents vasculaires cérébraux. Nous faisons des échos cardiaques Doppler. Ce sont deux sujets de recherche que nous sommes en train de faire dans mon institution. Nous sommes dans une étude cadre où nous évaluons le cœur des patients drépanocytaires, le vaisseau des patients drépanocytaires, mais aussi les reins des patients drépanocytaires. Donc, de tous ces bilans, ça constitue des sujets de recherche pour nous. Docteur Thierry Abéry, on va chuter, on va finir cette émission, mais justement, est-ce que vous pourriez lancer un message à la population congolaise tout entière, un message surtout aux couples, ceux-là qui se préparent au mariage, mais aussi ceux-là qui se sont peut-être déjà mariés ou qui vivent ensemble et malheureusement qui sont drépanocytaires? Si je dois parler à la population congolaise, je ne dois pas parler à la communauté, parce que je ne voudrais pas commencer par les autorités, je commence par la communauté, parce que la maladie sévit au niveau de la communauté, parce que c'est la communauté qui nous envoie des malades. Les patients drépanocytaires, les sujets drépanocytaires est un sujet, c'est un être humain comme nous tous. Nul n'est question de faire une discrimination. Nous devons les accepter, vivre avec eux, parce qu'ils ont toutes les compétences de pouvoir aller à l'école, de pouvoir vivre comme tout le monde. Et aussi pour le couple, je l'ai dit tantôt, ça ne vous coûte rien de pouvoir faire un test avant le mariage. Avant le mariage pour connaître votre électrophorèse, votre statut. Et pour les personnels soignants, il est très important de pouvoir bien prendre en charge les patients drépanocytaires
et dans la mesure du possible, les pouvoir référer dans des institutions spécialisées pour la prise en charge. Et si enfin je dois m'adresser aux autorités, c'est pour dire que la drépanocytose, c'est une maladie qui sévit dans notre milieu et nous avons besoin de leur soutien, nous avons besoin qu'ils nous aident à pouvoir, par exemple, mettre à notre disposition les tests. Si on peut, dans les jours à venir, faire, comme vous l'avez demandé tantôt, faire un dépistage à la naissance pour tous nos enfants. Donc je pense qu'à ce niveau, nous serons à mesure de pouvoir lutter efficacement contre cette maladie qui est la drépanocytose. Docteur Thierry Abéry, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en rapport avec la drépanocytose en cette période de Covid-19, mais surtout en ce mois de juin où l'on célèbre la journée internationale de la drépanocytose. Je vous dis merci et je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes drépanologue et médecin coordonnateur à CIFA Montcollet. Merci pour votre disponibilité. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce check-up. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.